Donc bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, après les cours sur l'abstraction, sur le cubisme, etc., nous allons aborder les Dada et le dadaïsme. Alors, je vais peut-être m'attarder un peu plus sur cette avant-garde parce que c'est une avant-garde qui est avec notamment un personnage en particulier qui est Marcel Duchamp, qui est fondamental aussi pour pouvoir comprendre le paradigme ensuite de l'art contemporain et de toute une série de choses qui ont été déconstruites justement par cette avant-garde historique. Alors, déjà, parlons un petit peu de où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se trouve, à quelle date, etc. Donc, Dada, c'est une avant-garde qui est née en Suisse, à Zurich, en 1916, et qui ensuite va se répandre également en Allemagne, en France et aux États-Unis. Et en fait, pourquoi en Suisse? Donc, on est déjà à guerre commencée et évidemment, la Suisse étant un pays neutre, c'est un pays qui va accueillir pas mal d'artistes qui se réfugient justement en Suisse et ça crée un petit peu une situation assez exceptionnelle parce qu'on a une rencontre internationale de plusieurs artistes qui viennent d'Allemagne, de Roumanie, de Hollande, de Suisse, etc. Et de France, bien évidemment. Et donc, on a vraiment un partage aussi qui est un partage international et qui va par la suite, donc, notamment à travers la figure de Marcel Duchamp, passer aux États-Unis également et dans les années 20 en France et à Paris en particulier. Et on aura aussi un versant allemand. Et, donc évidemment, c'est aussi l'après-guerre de ces artistes qui vont certains rentrer dans leur pays, etc., etc. Et donc, juste, je fais aussi une parenthèse sur comment donc cet dadaïsme s'achève. Finalement, ça va être une rupture qui va se mettre en place au début donc des années 20 en concurrence un petit peu avec le surréalisme dont certains artistes feront ensuite partie. Et donc, à la suite d'une soirée des cafés toujours de ces artistes où ils présentaient certaines de leurs œuvres, il y a un conflit entre les deux regroupements, celui des Bretons, des surréalistes, et celui des dadaïstes. Et à partir de ce moment-là, on a l'éclatement du mouvement, mais qui en fait va un petit peu évoluer, se mélanger et se fusionner avec les recherches surréalistes. Donc ici, je vous ai mis juste quelques noms pour que vous ayez un petit peu une idée de qui on parle au début, en tout cas. Et donc, il y a un mix entre artistes, poètes, et donc ce n'est pas que, évidemment, des recherches qui concernent l'art visuel. Alors, comme toutes les avant-gardes historiques, je vous fais une petite parenthèse sur les noms de où est-ce qu'ils dérivent des mots dada. Donc, alors, il apparaît pour la première fois en 1916 et il aurait apparemment été trouvé en ouvrant au hasard un dictionnaire et choisi parce qu'il ne signifiait rien. Alors, c'est soit ça, soit ça peut être des syllabes qui sont prononcées par exemple par un bébé qui ne sait pas encore parler, donc cette idée justement de déconstruction du langage qu'il faut mettre en place, soit ça pourrait être deux fois oui en russe, etc. Mais bon, ce qui compte, c'est le fait de chercher un mot qui n'évoque pas spécialement quelque chose de précis. Et donc, en fait, le manifeste, il est publié comme pour chaque avant-garde avec un manifeste qui correspond à 1918 par Tristan Tzara, qui est cet poète roumain. Et dans ce manifeste, qui est assez long, il y a plusieurs éléments et qui est un petit peu aussi dans l'esprit Dada, c'est-à-dire un peu incohérent sur certains points, on retrouve ceci, désolé, c'est un peu long, je vais vous le lire. Donc tout d'abord, important de souligner cette Dada ne signifie rien, donc il y a cette volonté. Et alors il nous dit, le cubisme est naquit de la simple façon de regarder l'objet. Cézanne peignait une tasse 20 cm plus bas que ses yeux. Les cubistes la regardent d'en haut. D'autres compliquent l'apparence en faisant une section perpendiculaire et en l'arrangeant sagement à côté. Je n'oublie pas les créateurs ni les grandes raisons de la matière qui rendirent définitive. Les futuristes voient la même tasse en mouvement, une succession d'objets, l'un à côté de l'autre augmentés malicieusement de quelques lignes forces. Cela m'empêche que la toile soit une bonne ou mauvaise peinture destinée au placement des capitaux intellectuels. Les peintres nouveaux créent un monde dont les éléments sont aussi les moyens, une œuvre sobre et définie, sans argument. L'artiste nouveau proteste, il ne peint plus.
reproduction symbolique et illusionniste, mais écrit directement en pierre, bois, fer, étain, des rocs, des organismes, des locomotives mouvant, être tournés de tous les côtés par les vents limpides de la sensation momentanée. Alors, c'est un peu complexe, mais ce qui nous intéresse, c'est que ça reprend aussi toute une série de recherches que nous avons vues chez les cubistes, chez les futuristes, etc., de comment il y a cette décomposition de l'espace, toujours à partir quand même du réel, et donc décomposition des cubistes, décomposition ensuite des futuristes à travers les mouvements. Ici, le dadaïsme veut aller vers une déconstruction plus importante qui n'est pas un plus reproduction symbolique et illusionniste. Donc, aussi de sortir complètement des codes de l'art qui étaient présents jusqu'à ce moment-là. Et alors, ils organisent entre autres des soirées où on trouve aussi un petit peu les ancêtres en quelque sorte des happenings. Et dans ces soirées qui étaient organisées entre autres par Hugo Ball, qui était également un écrivain, on voit donc des sortes de performances où ces artistes, par exemple ici, il est déguisé avec une sorte de costume fait en papier qui peut rappeler une figure un petit peu religieuse avec cette sorte de chapeau. Et en même temps, ça ressemble pas vraiment à quelque chose, en lisant des poèmes qui sont des poèmes qui ne veulent rien dire, donc parfois même les mots, ce n'est pas des vrais mots, c'est des syllabes qui n'ont aucun sens, un petit peu comme les mots dada. Alors ici, je trouvais un extrait, je pense que lorsque je vais vous n'allez pas entendre les sons, mais vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir faire une sorte de performance où on lit des poèmes qui n'ont aucun sens, avec une cacophonie des sons en plus et des gestes qui n'ont à l'apparence aucun sens les uns avec les autres, d'accord? Et alors, en ce qui concerne les techniques un petit peu des dadaïstes, on trouve plusieurs types de techniques qui sont toutes associées un petit peu les unes entre les autres, donc notamment les collages et l'assemblage dadaïste. Donc nous avons déjà, je vous rappelle, parlé des collages lorsque je vous ai montré cette fameuse œuvre de Pablo Picasso, Nature morte avec 16 carnets de 1912. Donc nous sommes dans les mêmes années, d'accord? Où Picasso avait fait cet acte assez révolutionnaire de réaliser un collage où il intégrait donc une partie des peintures et cette excusez-moi, cette donc partie des stampes qui représentait la chaise cannée et donc en quelque sorte il remplaçait l'objet par l'image réelle ou en tout cas de la texture ici de l'objet. Et donc, je vous avais déjà un petit peu préannoncé une sorte de première petite approche de justement cette extraction du réel pour le mettre dans l'espace de la toile. Mais ici, on est encore dans quelque chose qui est très construit et qui en plus représente plus ou moins, oui, une tour morte et ce qui pourrait être un petit peu une table d'un café avec le journal, ses lettres. Ici, on voit un verre du citron et justement cette chaise. Alors que les dadaïstes vont appliquer cette technique du collage de façon beaucoup plus aléatoire en mettant vraiment dans les mains du hasard les résultats de ces réalisations. Un exemple assez concret, c'est les instructions de Tristan Tzara pour pouvoir créer un poème dadaïste, ce qui s'applique évidemment, c'est une opération de collage qui s'appliquera également pour les résultats plastiques. Et donc, il nous dit en 1916, il nous dit pour faire un poème dadaïste, prenez un journal, prenez des ciseaux, choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème, découpez l'article, découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. Agitez doucement. Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre.
copiées consciencement dans l'ordre où elles ont quitté les sacs. Et donc, évidemment, le résultat ne peut qu'être quelque chose qui n'a aucun sens et, euh, et qui donc est complètement laissé au hasard. Donc, si jamais vous pouvez toujours essayer de voir ce que ça donne. Et ces mêmes instructions sont appliquées par les artistes pour, comme par exemple Jeanne Arp, pour créer leur collage. Donc ici, vous voyez un exemple où en fait l'artiste, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une série de petits morceaux de papier déchirés, il les faisait tomber et de la façon dont ils étaient tombés, il allait réaliser son tableau à partir de cette inspiration de comment ils étaient tombés. Donc sans bouger du coup la position qui avait été donnée par un geste aléatoire. D'accord? Et donc, ça nous donne un petit peu une idée de comment, quelles étaient un petit peu la façon de déconstruire de ces artistes dadaïstes, c'est-à-dire de déconstruire tout ce qui est la composition réfléchie, qui appartient à une certaine façon de fonctionner dans la peinture et qui s'oppose aussi un petit peu aussi aux recherches cubistes que nous avons vues auparavant. Donc, en termes d'assemblage, on va retrouver aussi je m'excuse parce que l'image n'est pas de très bonne qualité, des choses de ce genre, donc des courtes Schwitzer, et où en fait, lui, il récupérait toute une série d'objets qu'il trouvait dans l'espace urbain, qui pouvaient être même déjà considérés comme des déchets, et il les assemblait d'une façon assez aléatoire. Donc, ça ressemble fortement à certaines petites sculptures bas-reliefs, ou on peut les assemblages que Pablo Picasso avait produit et que j'avais un petit peu intégré dans mon cours sur le cubisme. Bien sûr, je le répète, toutes ces recherches se passent toujours dans les mêmes années. Donc, c'est pas si étonnant qu'il y a beaucoup de similitudes formelles, mais ici, l'agencement des choses s'est fait de façon beaucoup plus aléatoire, d'accord? Après, Schweitzer, il a fait un travail que pour nous, je ne sais pas si je le prononce correctement son nom de famille, excusez-moi, qui pour nous peut être assez intéressant et qui est en gros ce que lui il avait appelé Merzbau. Donc à un moment donné, il avait créé un groupe de son côté. Bon, je ne vais pas trop m'étaler, mais ce qui me semblait vraiment intéressant, c'est qu'à l'intérieur de sa maison ou atelier, il a commencé avec tous ces objets qu'il récupérait, etc., à faire une sorte d'assemblage à taille vraiment immersive, dans le sens qu'on rentre vraiment dans cette maison atelier et on est entouré, on est à l'intérieur en quelque sorte de l'assemblage. Et en fait, malheureusement, cette œuvre n'a pas survécu. Elle était également appelée cathédrale de la misère érotique. Ça, c'est déjà quelque part des références que nous verrons aussi chez les surréalistes. Et, euh, et en fait, ils ont fait une reconstruction comme ça. Vous voyez un petit peu par rapport à la taille d'une personne à quoi ça correspondait. Ils ont fait une reconstruction ici, c'était à Washington dans les années 2000. Et donc, après, évidemment, c'était des objets qu'il assemblait et que puis il peignait et que du coup, ça prenait aussi une autre forme. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces artistes qui ont fait partie finalement du mouvement dadaïste, ils ont ouvert un petit peu, notamment, et la technique du collage et de l'assemblage, ça a joué un rôle fondamental. Ils ont ouvert un petit peu le cheminement vers ce qu'aujourd'hui on appelle une installation, vers des choses qui sont beaucoup plus importantes au niveau de l'occupation de l'espace et un questionnement par rapport au spectateur, évidemment, qui est inévitable dans ce genre d'œuvre. Ensuite, nous trouverons la technique du photomontage. Et là, pour le coup, évidemment, en photomontage, il s'agit de prendre des photographies. Donc, ce n'est plus juste de papier découpé où il y a par exemple que des mots ou des choses abstraites, mais d'aller rechercher justement des figures, des photographies qui sont imprimées dans les journaux de l'époque et de pouvoir les assembler de différentes manières. Et cela permettait d'un côté une vitesse d'usage, dans le sens qu'il faut que découper des images qui sont trouvées, ensuite les assembler sur du papier. Et d'un autre côté, il donnait la capacité de montrer l'actualité parce qu'on utilisait justement ces photographies qui étaient prises dans les journaux et dans les magazines.